Chapitre 11. Aslan se rapproche. Edmund, pendant ce temps, n'avait connu que de cruels désappointements. Après que le nain fut parti préparer le traîneau, il avait espéré que la sorcière deviendrait gentille avec lui, comme elle l'avait été lors de leur dernière rencontre, mais elle ne dit pas un mot. Et lorsque finalement Edmund rassembla tout son courage pour demander « S'il vous plaît, votre majesté, pourrais-je avoir quelques loukoums ? Vous aviez dit... » Elle répondit « Silence, idiot !» Puis elle parut changer d'avis et murmura, surtout pour elle-même « Pourtant, cela ne ferait pas mon affaire si ce mioche défaille en chemin. » Et une nouvelle fois, elle claqua des mains. Un autre nain apparut. « Apporte à la créature humaine de la nourriture et de la boisson, » ordonna-t-elle. Le nain partit et revint bientôt avec un bol en fer rempli d'eau et une assiette en fer sur laquelle était posé un quignon de pain sec. Il sourit d'une manière repoussante et posant les plats sur le sol à côté d'Edmund, il ricana. « Des loukoums pour le petit prince !»« Remportez-les !» dit Edmund d'un air boudeur. « Je ne veux pas de pain sec !» Mais la reine se tourna brusquement vers lui, avec une expression si terrible sur son visage, qu'Edmund s'excusa et commença à grignoter le pain, bien qu'il fût tellement rassis qu'il pouvait à peine l'avaler. « Contente-toi de ce pain, tu n'en auras pas de sitôt !» dit la sorcière. Il était encore en train de mastiquer quand le premier nain revint et annonça que le traîneau était prêt. La sorcière blanche se leva pour sortir et somma Edmund de le suivre. En arrivant dans la cour, ils constatèrent que la neige s'était remise à tomber, mais la reine n'y prêta aucune attention et fit asseoir Edmund à côté d'elle sur le traîneau. Avant de partir, elle appela Maugrim, qui arriva auprès du traîneau en bondissant comme un énorme chien. « Prends avec toi le plus rapide de tes loups et file à la maison des castors, » dit la sorcière. « Et tue tout ce que tu trouveras là-bas. S'ils sont déjà partis, alors rends-toi le plus vite possible à la table de pierre, mais ne te montre pas, attends-moi là en te cachant. Pour ma part, je serai obligé de faire plusieurs kilomètres vers l'ouest avant de trouver un endroit où passer la rivière avec mon traîneau. Il se peut que tu rattrapes ces êtres humains avant qu'ils n'atteignent la table de pierre. Tu sais ce qu'il faut faire si tu les trouves. »« J'entends et j'obéis, ô reine !» grogna le loup. Aussitôt il s'élança et disparut dans la neige l'obscurité, aussi vite qu'un cheval au galop. Quelques minutes plus tard, il avait fait venir un autre loup, et ensemble, ils descendirent à toute allure par le barrage vers la maison des castors, qu'ils flairèrent et reniflèrent avec insistance. Bien entendu, ils la trouvèrent vide. Cela aurait été une vraie calamité, pour les castors et pour les enfants, si la nuit était restée belle, car les loups auraient pu suivre leurs traces et les surprendre avant qu'ils n'arrivent à la petite grotte. Mais puisque la neige s'était remise à tomber, leur piste s'était refroidie et les empreintes de leurs pas effacées. Pendant ce temps, le nain avait donné un coup de fouet aux reines. La sorcière et Edmund passèrent en traîneau sous la voûte, sortirent de l'enceinte du château et s'enfoncèrent dans l'obscurité et le froid. Ce fut un voyage affreux pour Edmund, qui n'avait pas de manteau. En moins d'un quart d'heure, il fut complètement couvert de neige, et il renonça bientôt à s'en débarrasser, car à peine s'était-il secoué qu'une nouvelle couche s'entassait sur lui, et il était tellement fatigué. Il fut donc rapidement trempé jusqu'aux os. Et comme il se sentait malheureux. Apparemment, la sorcière ne semblait plus du tout avoir l'intention de le faire roi. Tout ce qu'il s'était dit, pour se forcer à croire qu'elle était bonne et gentille, et que son parti était vraiment le bon parti, lui paraissait désormais stupide. Il aurait donné n'importe quoi pour rencontrer les autres à ce moment, même Peter. La seule façon de se réconforter était d'essayer de croire que toute cette histoire n'était qu'un rêve dont il pourrait s'éveiller d'un instant à l'autre. Et tandis qu'ils poursuivaient leur course, pendant des heures et des heures, tout lui parut effectivement se dérouler comme dans un rêve. Je ne saurais dépeindre la durée de ce voyage, même si j'écrivais, pour se faire des pages et des pages. Je veux sauter directement au moment où la neige s'était arrêtée, le jour levé, et où ils filaient à toute allure dans la lumière matinale. Ils continuaient leur course interminable et monotone, sans autre bruit que l'éternel crissement de la neige et le craquement du harnais des reines. Et puis finalement, la sorcière s'écria. « Que se passe-t-il ici ? Halte !» Et ils s'arrêtèrent. De tout son cœur, Edmund espérait qu'elle parlerait de petit déjeuner.
mais elle s'était arrêtée pour une raison bien différente. Un peu plus loin, au pied d'un arbre, se trouvait réunie une joyeuse compagnie. Un écureuil, sa femme et leurs enfants, ainsi que 2 satyres, un nain et un vieux renard. Ils étaient tous assis sur des tabourets autour d'une table. Edmund ne pouvait pas très bien voir ce qu'ils mangeaient, mais l'odeur en était délicieuse. Et puis il y avait, semble-t-il, des décorations de houx, et il se demandait même s'il n'apercevait pas quelque chose qui ressemblait à un pudding de Noël au raisin. Au moment où le traîneau s'immobilisa, le renard, qui était manifestement le personnage le plus âgé de l'assemblée, venait juste de se lever, en tenant un verre dans sa patte droite, comme s'il avait l'intention de dire quelque chose. Mais lorsque la compagnie vit le traîneau s'arrêter, et reconnut qui se trouvait à l'intérieur, toute gaieté disparut des visages. Le papa écureuil cessa de manger, et resta la fourchette en l'air. L'un des satyres se figea, la fourchette enfoncée dans sa bouche, et les bébés écureuils, terrorisés, poussèrent des cris aigus et perçants. « Que signifie ceci ?» demanda la reine. Personne ne répondit. « Parlez, vermine !» ordonna-t-elle. « Ou préférez-vous que mon nain vous délie la langue avec son fouet ? Que signifie toute cette gloutonnerie, ce gaspillage, ces gâteries ? Où avez-vous trouvé toutes ces bonnes choses ? » « S'il vous plaît, votre majesté, » répondit le renard, « on nous les a données, et si je pouvais me permettre de boire à la très bonne santé de votre majesté... »« Qui vous les a données ?» hurla la sorcière. « Le Père Noël, » bégaya le renard. « Quoi ?» rugit la sorcière, sautant de son siège et s'approchant à grandes enjambées des animaux terrifiés. « Il n'est pas venu ici ! Il ne peut pas avoir été ici ! Comment osez-vous ? Mais non. Dites que vous avez menti, et vous serez pardonné, même maintenant. » À cet instant, l'un des jeunes écureuils perdit complètement la tête. « Il est venu ! Il est venu ! Il est venu !» cria-t-il, de sa petite voix aiguë, en martelant la table avec sa petite cuillère. Edmund vit la sorcière se mordre les lèvres si fort qu'une goutte de sang perla sur sa joue blanche. Puis elle leva sa baguette. « Oh non ! Non, s'il vous plaît, non !» cria Edmund. Mais alors même qu'il était en train de crier, elle avait agité sa baguette, et instantanément, là où il y avait eu une joyeuse assemblée, il ne resta plus que des statues de créatures, assises autour d'une table de pierre, sur laquelle étaient posées des assiettes de pierre et un gâteau de Noël en pierre. Et l'une de ces créatures garderait pour toujours sa fourchette de pierre levée vers sa bouche de pierre. « Quant à toi !» cria la sorcière, en donnant à Edmund un coup étourdissant sur le visage, tandis qu'elle remontait sur son traîneau. « Que cela t'apprenne à demander des faveurs pour les espions et les traîtres ! En avant !» Et Edmund, pour la première fois dans cette histoire, eut pitié de quelqu'un d'autre que lui-même. Cela lui semblait tellement navrant de penser à ces petites créatures de pierre, assises là-bas tout au long de journées silencieuses et tout au long de nuits obscures, pendant des années et des années, jusqu'à ce que la mousse les recouvre et que, finalement, leur visage s'effrite. À présent, ils avaient repris leur course monotone. Edmund remarqua bientôt que la neige, qui rejaillissait à leur passage contre les bords du traîneau, était beaucoup plus molle que lors de la nuit passée. Au même moment, il s'aperçut qu'il avait nettement moins froid. Et puis voilà que du brouillard commençait à se lever. En fait, de minute en minute, le brouillard s'épaississait et la température s'élevait, et le traîneau ne glissait plus aussi bien qu'auparavant. Tout d'abord, Edmund pensa que les rennes étaient fatiguées, mais il comprit bientôt que ce n'était pas la vraie raison. Le traîneau avançait par saccades, faisait des embardées et ne cessait de brinque-baller comme s'il avait heurté des pierres. Le nain avait beau fouetter les pauvres rennes, le traîneau avançait de plus en plus lentement. Et puis il y avait aussi, semble-t-il, un bruit étrange, une rumeur qui se propageait tout autour d'eux. Mais le fracas de leur conduite cahotante, mêlé aux cris du nain qui houspillait les rennes, empêcha Edmund d'entendre ce que c'était. Jusqu'au moment où le traîneau s'enlisa si brutalement qu'il lui fut tout à fait impossible, cette fois, de continuer. Quand cet incident se produisit, il y eut un moment de silence. Et dans ce silence, Edmund put enfin écouter l'autre bruit. C'était un bruit étrange et mélodieux, à la fois bruissement et babillage, et pourtant il n'était pas si étrange car Edmund l'avait déjà entendu. Si seulement il pouvait se rappeler où. Et puis soudain, il se rappela.
c'était le bruit de l'eau qui coule. Tout autour d'eux, même si on ne les voyait pas, il y avait des rivières qui babillaient, murmuraient, glougloutaient, clapotant et même, dans le lointain, grondaient. Et son cœur bondit, bien qu'il ne sût pas très bien pourquoi, quand il comprit que le gel était terminé. Et beaucoup plus près, il y avait de l'eau qui tombait, goutte à goutte, des branches de tous les arbres. Et puis alors qu'il regardait un arbre, il remarqua un gros paquet de neige qui s'en détachait et glissait à terre, et pour la première fois depuis qu'il était entré à Narnia, il vit la couleur vert foncé d'un sapin. Mais il n'eut pas le temps d'écouter, ni d'observer plus longtemps car la sorcière lui cria. « Ne reste pas assis les bras ballants, idiot! Descends nous aider !» Edmund fut naturellement obligé d'obéir. Il descendit dans la neige, c'était vraiment de la neige à moitié fondue maintenant. Et il se mit à aider le nain à sortir le traîneau de l'ornière boueuse dans laquelle il s'était embourbé. Ils finirent par l'en dégager, puis en étant très brutal avec les rennes, le nain réussit à les faire repartir, et pour quelque temps encore, ils continuèrent leur route. Désormais, la neige fondait pour de bon, et de tous côtés apparaissaient peu à peu des plaques d'herbe verte. À moins d'avoir contemplé un monde enneigé aussi longtemps que l'avait fait Edmund, vous ne pouvez pas imaginer l'immense soulagement que lui apporta, après tant de blanc, la vue de ces miraculeuses taches vertes. Le traîneau s'arrêta de nouveau. « C'est inutile de continuer, votre majesté », annonça le nain. « Nous ne pouvons plus avancer en traîneau avec ce dégel. »« Alors nous devons marcher », décida la sorcière. « Nous ne les rattraperons jamais en marchant, » grogna le nain. « Pas avec l'avance qu'ils ont prise. »« Es-tu mon conseiller ou mon esclave ?» coupa la sorcière. « Fais ce que je te dis. Attache les mains de la créature humaine derrière son dos et ne lâche pas le bout de la corde. Et prends ton fouet et coupe le harnais des rennes. Ils retrouveront tout seuls le chemin de la maison. » Le nain obéit et, en quelques minutes, Edmund se retrouva forcé de marcher aussi vite qu'il le pouvait, avec ses mains attachées derrière son dos. Il ne cessait de glisser sur la neige fondue, la boue et l'herbe détrempée. Et chaque fois qu'il glissait, le nain lui décochait un juron et parfois même un léger coup de fouet. La sorcière marchait derrière le nain et n'arrêtait pas de dire « Plus vite! Plus vite !» À chaque instant, les parcelles de verdure s'élargissaient et les parcelles de neige rétrécissaient. À chaque instant, des arbres plus nombreux secouaient leurs robes de neige. Bientôt, de quelque côté que l'on regarda, au lieu de formes blanches, on voyait le vert foncé des sapins, ou les ramures noires et hérissées des chênes, des hêtres et des ormes dépouillés de leur feuillage. Puis la brume s'illumina d'or et finit par se dissiper entièrement. Le soleil darda ses délicieux rayons sur le sol de la forêt, et là-haut, entre les cimes des arbres, on aperçut le ciel tout bleu. Et bientôt se produisirent des choses plus merveilleuses encore. À un détour du chemin, ils pénétrèrent soudain dans une clairière bordée de bouleaux blancs, et Edmund vit que le sol était constellé à perte de vue de petites fleurs jaunes, des éclairs ou des chélidoines. Le bruit de l'eau s'amplifia, et peu après, ils traversèrent un fleuve. Sur l'autre rive, ils trouvèrent des perce-neige qui poussaient. « Occupe-toi de ce qui te regarde !» grogna le nain en voyant qu'Edmund avait tourné la tête pour les regarder, et il tira rageusement sur la corde. Mais évidemment, cela n'empêcha pas Edmund de voir. 5 minutes plus tard à peine, il remarqua une douzaine de crocus, dorés, pourpres et blancs, qui poussaient au pied d'un vieil arbre. Puis retentit un bruit plus charmant encore que le bruit de l'eau. Tout près du sentier qu'il suivait, un oiseau, soudain, gazouilla sur la branche d'un arbre. Le rire d'un autre oiseau, un peu plus loin, lui fit écho. Et puis comme si cela avait été un signal, l'air fut empli de babillages et de gazouillis, puis momentanément d'un chant continu, modulé à plein gosier. En l'espace de quelques minutes, le bois tout entier résonna de la musique des oiseaux, et de tous côtés, Edmund apercevait des oiseaux qui se posaient sur des branches, planaient dans les airs, se pourchassaient, se querellaient ou nettoyaient leur plumage avec leur bec. « Plus vite, plus vite !» commanda la sorcière. Il n'y avait plus une seule trace de brouillard. Le ciel devenait de plus en plus beau, de rapides nuages blancs le traversaient de temps en temps. Les larges clairières étaient fleuries de primes verts. Une brise légère se leva. Elle éparpilla les gouttelettes d'humidité, des branches qu'elle balançait, et caressa le visage des voyageurs
de son souffle frais et parfumé. Les arbres reprirent vie. Les mélèzes et les bouleaux se couvrirent de vert et les cytises d'or. Bientôt, les hêtres eurent retrouvé leur parure de feuilles transparentes et délicates. Et quand les voyageurs passèrent sous leurs branches, la lumière elle-même devint verte. Une abeille traversa en bourdonnant leur sentier. « Ce n'est pas le dégel, » dit le nain en s'arrêtant soudain. « C'est le printemps. Qu'allons-nous faire ? Votre hiver a été détruit, je vous le dis. C'est l'œuvre d'Aslan. » « Si l'un d'entre vous prononce encore ce nom, » dit la sorcière, « il sera tué sur le champ. » Chapitre 12. Le premier combat de Peter. Tandis que le nain et la sorcière blanche parlaient ainsi, les castors et les enfants, à des kilomètres de là, continuaient à marcher au milieu de ce qui leur paraissait un rêve délicieux. Il y a longtemps qu'ils avaient abandonné leur manteau derrière eux, et à présent, ils avaient même cessé de se dire, les uns aux autres, « Regardez, voici un martin pêcheur. Pas possible, des jacinthes. Quel est ce parfum exquis? Écoutez cette grive. » Ils marchaient en silence et s'imprégnaient de tout ce qui les entourait. Ils traversaient des parties chaudement ensoleillées, pénétraient sous le couvert de frais halliers reverdis pour sortir à nouveau dans de larges clairières, parsemées de mousse, où des ormes immenses élançaient très haut leurs voûtes feuillues. Ils se frayaient ensuite un chemin dans les épais buissons de groseilliers en fleurs, et parmi les haies d'aubépine, dont le parfum suave et sucré était presque trop capiteux. Ils avaient été aussi surpris qu'Edmund, en voyant que l'hiver disparaissait, et qu'en l'espace de quelques heures, le bois tout entier passait du mois de janvier au mois de mai. Contrairement à la sorcière, il n'était pas certain que ce phénomène se produirait lorsqu'Aslan reviendrait à Narnia. Mais ils savaient tous que c'étaient les sorts jetés par la sorcière qui avaient causé cet hiver interminable. Par conséquent, ils surent tous, dès que commença ce printemps magique, que quelque chose s'était détérioré, et gravement détérioré dans ses machinations. Et comme le dégel durait déjà depuis un certain temps, ils comprirent que la sorcière ne pourrait plus utiliser son traîneau. À partir de ce moment, ils se hâtèrent moins et se permirent des haltes plus nombreuses et plus longues. Car c'est bien naturel, ils étaient passablement fatigués maintenant. Mais ce n'était pas ce que j'appellerais une fatigue amère. Ils étaient simplement alanguis, et ils se sentaient rêveurs et silencieux, comme c'est souvent le cas à la fin d'une longue journée en plein air. Suzanne avait une petite ampoule au talon. Ils avaient cessé de longer la grande rivière depuis quelque temps, car il faut tourner un peu à droite, c'est-à-dire un peu vers le sud, pour atteindre l'emplacement de la table de pierre. Même si leur itinéraire n'avait pas nécessité ce changement de direction, ils n'auraient pas pu rester près du lit de la rivière une fois le dégel amorcé, car avec la fonte des neiges, elle fut bientôt en crue, transformée en un magnifique torrent jaune qui grondait comme le tonnerre, et leur sentier aurait été submergé. Le soleil à présent baissait, la lumière s'empourprait, les ombres s'allongeaient, et les fleurs commençaient à se fermer. « Nous ne sommes plus loin désormais, » annonça M. Castor, et il les fit grimper par une sente couverte de mousse épaisse et élastique, ce qui était très agréable pour leurs pieds fatigués, vers un lieu où ne poussaient que des arbres immenses et très espacés. L'escalade, survenant à la fin d'une longue journée, les fit tous halter, essoufflés. Au moment où Lucie se demandait si elle pourrait vraiment arriver en haut, sans se faire une nouvelle et longue halte pour se reposer, ils se retrouvèrent soudain au sommet. Et voici ce qu'ils virent. Ils étaient sur un plateau herbu et dégagé, d'où l'on pouvait observer la forêt qui s'étendait à perte de vue, dans toutes les directions, sauf en face de soi. Là, loin à l'est, il y avait quelque chose qui scintillait et qui remuait. « Regarde !» murmura Peter, à l'oreille de Suzanne. « La mer !» Juste au milieu du plateau se trouvait la table de pierre. C'était une immense dalle sinistre de pierre grise, posée sur 4 pierres verticales. Elle avait l'air très vieille, et elle était couverte d'inscriptions, lignes et dessins étranges, qui pouvaient être les lettres d'une langue inconnue. On éprouvait un sentiment bizarre à la regarder. Les enfants aperçurent ensuite un pavillon dressé sur l'un des côtés du plateau. Un magnifique pavillon, surtout en ce moment où il était embrasé par la lumière du soleil couchant, avec de belles tentures jaunes qui semblaient être en soie
des cordes pourpres et des piquets d'ivoire. Fixée à une hampe, très haut au-dessus du pavillon, une bannière armoiriée, portant un lion rampant écarlate, flottait au gré de la brise qui venait de la mer et soufflait sur leurs visages. Tandis qu'ils regardaient la bannière, ils entendirent sur leur droite un air de musique. Se tournant alors dans cette direction, ils virent ce qu'ils étaient venus voir. Aslan se tenait au centre d'une foule de créatures qui s'étaient groupées autour de lui en formant un croissant de lune. Il y avait des femmes des arbres et des femmes des sources, des dryades et des naïades, comme on les appelle dans notre monde, qui portaient des instruments à cordes. C'étaient elles qui avaient joué de la musique. Il y avait 4 énormes centaures. Par leur partie cheval, ils ressemblaient aux puissants chevaux de fer anglais, et par leur partie homme, à de sévères mais beaux géants. Il y avait aussi une licorne et un taureau avec une tête d'homme, un pélican, un aigle et un immense chien. Et à côté d'Aslan se tenaient 2 léopards, l'un portant sa couronne et l'autre son étendard. Pour en revenir à Aslan, les castors et les enfants ne surent ni quoi faire ni quoi dire lorsqu'ils le virent. Les personnes qui n'ont jamais été à Narnia ne pensent pas qu'une chose puisse être bonne et terrible à la fois. Si les enfants avaient jamais eu pareille pensée, ils en furent guéris à l'instant, car lorsqu'ils essayèrent de regarder le visage d'Aslan, ils ne firent qu'entrevoir l'éclat de sa crinière d'or et ses grands yeux majestueux, solennels et accablants. Puis ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient plus le regarder et qu'il tremblait. « Avancez !» chuchota M. Castor. « Non !» murmura Peter. « Vous le premier !»« Pas du tout. Les fils d'Adam avant les animaux !» répondit-il en chuchotant. « Suzanne !» souffla Peter. « À toi. Les dames d'abord. »« Non, tu es l'aîné !» rétorqua Suzanne. Bien entendu, plus ils hésitaient, plus ils se sentaient mal à l'aise. Finalement, Peter comprit que c'était à lui d'agir. Il tira son épée, la leva pour le saluer, et soufflant rapidement aux autres, « Venez, remettez-vous !» Il s'avança vers le lion et dit, « Nous sommes venus, Aslan !»« Bienvenue à toi, Peter, fils d'Adam, » dit Aslan. « Bienvenue à vous, Suzanne et Lucie, filles d'Ève. Bienvenue, monsieur et madame Castor. » Sa voix était profonde et riche, et d'une manière inexplicable, il fit disparaître leur nervosité. Ils se sentaient maintenant heureux et calmes, et cela ne leur semblait plus du tout embarrassant de rester là, debout sans rien dire. « Mais où est le 4e » demanda-t-il. « Il a essayé de les trahir et a rejoint la sorcière blanche, ô Aslan, » répondit M. Castor. Et alors, quelque chose poussa Peter à ajouter. « C'était en partie ma faute, Aslan. J'étais en colère contre lui, et je pense que cela l'a incité à faire fausse route. » Et Aslan ne dit rien, ni pour excuser Peter, ni pour le blâmer, mais il continua à le fixer de ses grands yeux impassibles. Et il leur sembla, à tous, qu'il n'y avait effectivement rien à dire. « S'il vous plaît, Aslan, » reprit Lucie, « peut-on faire quelque chose pour sauver Edmund ?»« Tout sera mis en œuvre, » répondit-il, « mais cela risque d'être plus difficile que vous ne le pensez. » Puis il resta à nouveau silencieux quelques instants. Jusqu'à ce moment, Lucie avait pensé que son visage avait l'air extrêmement majestueux, puissant et pacifique. À présent, ce qui la frappa, c'est qu'il avait également l'air triste. Le lion secoua sa crinière, et frappant ses pattes l'une contre l'autre, « Elle serait terrifiante, » pensa Lucie, « s'il ne savait pas faire pattes de velours. » Il déclara, « En attendant, préparons le festin. Mesdames, menez ces filles d'Ève dans le pavillon, et occupez-vous d'elles. » Lorsque les filles furent parties, Aslan posa sa patte, et bien qu'elle fût de velours, elle était néanmoins très lourde, sur l'épaule de Peter et lui dit « Viens, fils d'Adam, je vais te montrer de loin le château où tu dois être roi. » Et Peter, qui tenait toujours son épée nue à la main, accompagna le lion à l'extrémité est du plateau. Là, un magnifique spectacle s'offrit à ses yeux. Le soleil se couchait derrière leur dos, ce qui signifiait que tout le paysage, à leurs pieds, baignait dans la lumière du soir. La forêt, les vallées,
et s'éloignant en ondulant comme un serpent d'argent, la grande rivière dans son cours inférieur. Au-delà, à des kilomètres, il y avait la mer, et au-delà de la mer, le ciel constellé de nuages qui se coloraient en rose par la réflexion des rayons du soleil couchant. Juste à l'endroit où la terre de Narnia rencontrait la mer, plus précisément à l'embouchure de la grande rivière, il y avait sur une petite colline quelque chose qui étincelait parce que c'était un château et que naturellement, la lumière du soleil était renvoyée par toutes les fenêtres qui regardaient vers Peter et le couchant. Mais Peter trouvait que ce château ressemblait à une immense étoile posée sur le rivage de la mer. « Ô homme, dit Aslan, voici Cair Paravel aux 4 trônes, et sur l'un d'eux, tu dois siéger en tant que roi. Je te le montre parce que tu es l'aîné et que tu seras le grand roi qui régnera sur tous les autres. » À nouveau, Peter demeura silencieux. À cet instant, un bruit étrange brisa le silence. Cela rappelait le son d'un clairon, mais en plus riche. « Peter, c'est la trompe de ta sœur, » dit Aslan à voix basse, si basse qu'elle n'était plus qu'un ronronnement, si l'on peut se permettre d'imaginer un lion ronronnant. Durant quelques instants, Peter ne comprit pas ce qui se passait. Mais lorsqu'il vit toutes les autres créatures se jeter en avant et qu'il entendit Aslan clamer, en agitant sa patte, « Revenez, et que le prince fasse ses preuves !» il comprit enfin et s'élança aussi vite qu'il le put vers le pavillon. Là, il vit un horrible spectacle. Les naïades et les dryades fuyaient dans toutes les directions. Lucie courait vers lui, aussi rapidement que lui permettaient ses petites jambes, et son visage était aussi blanc que du papier. Puis il vit Suzanne foncer vers un arbre et y grimper, poursuivie par une énorme bête grise. Tout d'abord, Peter pensa que c'était un ours. Puis il vit que cela ressemblait à un chien-loup, mais c'était beaucoup trop gros pour être un chien. Alors, il se rendit compte que c'était un loup debout sur ses pattes de derrière, avec ses pattes de devant accrochées au tronc de l'arbre. Un loup qui grondait et qui cherchait à mordre. Tous les poils de son dos étaient hérissés. Suzanne n'avait pas pu grimper plus haut que la seconde grosse branche. Une de ses jambes pendait, et son pied n'était qu'à quelques centimètres des dents qui claquaient, prêtes à le dévorer. Peter se demanda pourquoi Suzanne n'allait pas plus haut, ou tout du moins, pourquoi elle ne s'agrippait pas mieux. C'est alors qu'il vit qu'elle était sur le point de s'évanouir, et il sut que si elle s'évanouissait, elle tomberait. Peter ne se sentait guère de courage. Il avait même plutôt l'impression qu'il allait être malade. Mais cela ne changeait rien à ce qu'il avait à faire. Il se rua sur le monstre et lui asséna un coup d'épée dans le flanc. Mais ce coup ne toucha même pas le loup. Rapide comme l'éclair, celui-ci avait fait volte-face, ses yeux lançant des flammes, et sa gueule démesurément ouverte par un hurlement de colère. Si le loup n'avait pas été saisi d'une colère si violente qu'elle le fit hurler, il aurait immédiatement saisi Peter à la gorge. Telles que les choses se passèrent, mais tout se déroule trop vite pour que le garçon puisse réfléchir, Peter eut juste le temps de baisser la tête et de plonger son épée, aussi fort qu'il le put, entre les pattes avant de la brute, à l'endroit du cœur. Suivit un moment d'horrible confusion, comme dans un cauchemar. Peter tirait et tirait tant qu'il pouvait. Le loup ne semblait ni vivant, ni mort, ses dents mises à nu cognaient contre le front de Peter, et tout n'était que sang, sueur et poils. Quelques minutes après, il s'aperçut que le monstre était étendu à terre, raide mort, que lui-même avait retiré son épée de la blessure, et qu'il était en train de se redresser et d'essuyer les gouttes de transpiration qui coulaient sur son front et dans ses yeux. Il se sentit exténué. Puis après un petit moment, Suzanne descendit de l'arbre. Peter avait l'impression de chanceler sur ses jambes et d'être tout tremblant lorsqu'elle le rejoignit. Et je dois l'avouer, il y eut beaucoup de baisers échangés et de larmes versées de part et d'autre. Mais à Narnia, personne ne vous blâme pour de telles effusions. « Vite! Vite !» cria la voix d'Aslan. « Centaure, aigle, je vois un autre loup dans les fourrés. Là, derrière vous. Il vient juste de s'y élancer. Suivez-le tous. Il va rejoindre sa maîtresse. Voici notre chance de retrouver la sorcière et de sauver le 4e fils d'Adam. » Immédiatement, dans un tonnerre de coups de sabots et de battements d'ailes, une douzaine environ de créatures les plus rapides disparut dans l'obscurité grandissante.
Peter, encore hors d'haleine, se retourna et vit Aslan à côté de lui. « Tu as oublié de nettoyer ton épée, » remarqua Aslan. C'était exact. Peter rougit lorsqu'il regarda la lame brillante et qu'il vit qu'elle était toute souillée par les poils et par le sang du loup. Il se baissa, la nettoya en l'essuyant sur l'herbe, puis la sécha contre son manteau. « Donne-la-moi et agenouille-toi, fils d'Adam » ordonna Aslan. Quand Peter eut obéi, Aslan le frappa avec le plat de l'épée et dit « Relève-toi, Seigneur Peter, terreur des loups, et quoi qu'il arrive, n'oublie jamais d'essuyer ton épée. » Chapitre 13. La puissante magie venue de la nuit des temps. Maintenant, nous devons retourner voir Edmund. La sorcière l'avait forcé à marcher pendant des heures et des heures, si loin et si longtemps, que jamais il n'aurait imaginé que quelqu'un puisse effectuer une pareille marche. Et finalement, ils avaient fait halte dans une vallée obscure, assombrie encore par des sapins et des ifs. Edmund alors s'écroula carrément et resta couché à plat ventre par terre, sans bouger, sans même se soucier de ce qui lui arriverait par la suite, ne souhaitant qu'une chose, qu'on lui permette de rester allongé sur le sol. Il était beaucoup trop fatigué pour remarquer à quel point il avait faim et soif. La sorcière et le nain parlaient à voix basse à côté de lui. « Non, dit le nain, cela ne sert à rien maintenant, aux reines. Ils doivent avoir atteint la table de pierre à l'heure qu'il est. Le loup flairera peut-être notre piste, et il viendra nous apporter des nouvelles, supposa la sorcière. Dans ce cas, ce ne seront pas de bonnes nouvelles, affirma le nain. 4 trônes à Kerparavel, cita la sorcière. Mais que se passera-t-il si 3 seulement sont occupés? Cela n'accomplira pas la prophétie. Qu'est-ce que cela change puisqu'il est ici? Observa le nain. Il prenait à présent bien garde de ne pas mentionner le nom d'Aslan devant sa maîtresse. Il ne restera peut-être pas longtemps, et après, nous surprendrons les 3 autres. Ce serait tout de même préférable de garder celui-là, suggéra le nain en donnant un bon coup de pied à Edmund. Il nous servira de monnaie d'échange pour négocier. Bravo, pour qu'il soit délivré, ricana la sorcière, avec mépris. Alors, dit le nain, il vaudrait mieux faire ce que nous avons à faire tout de suite. J'aurais préféré le faire sur la table de pierre, objecta la sorcière. C'est l'endroit approprié. C'est là que cela a toujours été fait avant. Il faudra attendre longtemps avant que la table de pierre retrouve sa destination première, déclara le nain. C'est vrai, admit la sorcière qui ajouta « Bon, je vais commencer. » À cet instant, un loup accourut vers eux, en bondissant et en grondant. « Je les ai vus. Ils sont tout près de la table de pierre, avec lui. Ils ont tué mon capitaine, Maugrim. J'étais caché dans les fourrés, et j'ai tout vu. C'est le fils d'Adam qui l'a tué. Fuyez! Fuyez! Non! S'écria la sorcière. Ce n'est pas la peine de fuir. Dépêche-toi. Demande à tous nos gens de se rassembler ici le plus rapidement possible. Convoque les géants, les loups-garous et les esprits des arbres qui sont de notre côté. Appelle les vampires et les revenants, les ogres et les minotaures. Fais venir les scrofuleux, les vieilles carabosses, les spectres et le peuple des champignons vénéneux. Nous allons nous battre. Et quoi? N'ai-je pas encore ma baguette? Leurs rangs ne vont-ils pas se changer en pierre dès qu'ils s'avanceront? Allez, file! J'ai une petite chose à terminer ici, pendant que tu seras parti. La grande brute inclina la tête, fit demi-tour et disparut au galop. Voyons, dit-elle, nous n'avons pas de table. Laisse-moi réfléchir un peu. Nous ferions mieux de l'appuyer contre le tronc d'un arbre. Edmund se retrouva mis de force sur ses pieds, puis le nain l'adossa à un arbre et l'y attacha solidement. Edmund vit la sorcière enlever sa cape. Ses bras en dessous étaient nus et d'une blancheur terrifiante. Il les voyait parce qu'ils étaient si blancs. Mais il ne discernait rien d'autre, car il faisait trop sombre dans cette vallée, sous les arbres noirs.
Prépare la victime, ordonna la sorcière. Le nain défit le col d'Edmund et plia sa chemise de façon à dégager son cou. Ensuite, il le saisit par les cheveux et lui tira la tête en arrière si fort qu'il dut lever le menton. Puis Edmund entendit un bruit étrange. D'abord, il ne sut pas ce que c'était. Puis il comprit. C'était le bruit d'un couteau qu'on aiguise. Au même instant, il entendit de grands cris jaillir de tous les côtés à la fois. Des martèlements de sabots, des battements d'ailes, un hurlement de sorcière. Bref, une confusion extrême autour de lui. Puis il se rendit compte qu'on détachait ses liens. Des bras puissants l'entouraient, et il entendit de grosses voix amicales prononcer des paroles telles que « Il faut l'étendre! Donnons-lui du vin! Bois ceci! Calme-toi, tu iras mieux dans une minute. » Il entendit ensuite d'autres voix qui ne s'adressaient pas à lui, mais qui parlaient entre elles, et qui disaient ceci. « Qui a attrapé la sorcière? Je pensais que c'était toi. Je l'ai perdue de vue après que j'eus fait sauter, d'un coup de poing, le couteau qu'elle tenait à la main. Je poursuivais le nain. Tu veux dire qu'elle s'est enfuie? On ne peut pas s'occuper de tout à la fois. Qu'est-ce que c'est que cela? Oh, excusez-moi, ce n'est qu'une vieille souche. » Mais juste à cet endroit de la conversation, Edmund s'évanouit complètement. Alors, centaures, licornes, cerfs et oiseaux, c'était, vous l'avez bien entendu deviner, l'équipe de secours envoyée par Aslan au chapitre précédent, se mirent en route pour retourner à la table de pierre, emportant Edmund avec eux. Mais s'ils avaient pu voir ce qui allait se passer dans cette vallée après leur départ, je pense qu'ils auraient été surpris. Tout était parfaitement calme, et la lune brillait avec éclat. Si vous vous étiez trouvé là, vous auriez vu le clair de lune étinceler sur une vieille souche et sur un bloc de pierre de grande taille. Mais en regardant plus attentivement, vous auriez commencé à penser que cette souche et cette pierre avaient toutes deux quelque chose de bizarre. Et bientôt, vous auriez trouvé que la souche ressemblait à s'y méprendre à un petit homme gras, recroquevillé sur le sol. Et si vous aviez observé la scène suffisamment longtemps, vous auriez vu la souche marcher vers la grosse pierre, et vous auriez vu la grosse pierre s'asseoir et se mettre à parler à la souche. Parce qu'en réalité, la souche et la pierre étaient tout simplement le nain et la sorcière, car une partie du pouvoir magique de la sorcière constitue à transformer l'apparence des choses. Et elle eut la présence d'esprit d'user de ce pouvoir au moment précis où le couteau lui fut enlevé de la main. Elle n'avait pas lâché sa baguette, donc elle était restée intacte aussi. Lorsque les autres enfants s'éveillèrent, le matin suivant, ils avaient dormi sur des piles de coussins dans le pavillon. La première chose qu'ils apprirent, par Madame Castor, fut que leur frère avait été délivré et amené au camp tard dans la nuit, et qu'il se trouvait en ce moment avec Aslan. Dès qu'ils eurent fini leur petit déjeuner, ils sortirent tous et ils virent Aslan et Edmund, qui marchaient ensemble dans l'herbe humide de rosée, à l'écart du reste de la cour. Ce n'est pas la peine de vous rapporter les paroles d'Aslan, et du reste, personne ne les entendit. Mais ce fut une conversation qu'Edmund n'oublia jamais. Comme les autres approchaient, le lion se tourna vers eux pour les accueillir, et il amena Edmund avec lui. « Voici votre frère, » dit-il, et il est inutile de lui parler du passé. Edmund serra la main de chacun de ses frères et sœurs, et à chacun il dit « Je suis désolé ». Et tous lui répondirent « C'est oublié ». Et puis chacun voulut de tout son cœur dire quelque chose qui signifierait clairement qu'il était à nouveau ami avec lui, quelque chose de simple et de naturel, mais bien entendu, personne ne trouva rien à dire. Cependant, avant qu'ils aient eu le temps de se sentir vraiment gênés, l'un des léopards s'approcha d'Aslan et dit « Sire, il y a un messager de l'ennemi qui sollicite une audience. »« Qu'il approche » répondit Aslan. Le léopard s'éloigna et revint bientôt en conduisant le nain de la sorcière. « Quel est ton message, fils de la terre ?» demanda Aslan. « La reine de Narnia, impératrice des îles solitaires, désire un sauf-conduit pour venir s'entretenir avec vous d'une affaire qui vous intéresse autant qu'elle, » déclara le nain. « Reine de Narnia, vraiment !» s'exclama M. Castor. « Quel toupet !»« Paix, Castor !» dit Aslan.
Tous les titres seront bientôt rendus à leurs vrais détenteurs. En attendant, nous n'allons pas les contester. Dis à ta maîtresse, fils de la terre, que je lui accorde un sauf-conduit, à condition qu'elle laisse sa baguette derrière elle, près de ce grand chêne. » Cette exigence fut acceptée, et les 2 léopards s'en retournèrent avec le nain, pour veiller à ce que les conditions soient exactement respectées. « Mais si elle change les 2 léopards en pierre ?» chuchota Lucie à l'oreille de Peter. Je crois que les léopards eux-mêmes avaient eu cette idée. En tout cas, tandis qu'ils s'éloignaient, tous les poils de leur dos étaient hérissés, et leur queue arquée, comme celle d'un chat quand il voit un chien qu'il ne connaît pas. « Tout ira bien, » répondit Peter. Il ne les enverrait pas s'il y avait du danger. Quelques minutes plus tard, la sorcière apparut au sommet de la colline et marcha droit vers Aslan. Les 3 enfants, qui ne l'avaient encore jamais vue, frissonnèrent des pieds à la tête en apercevant son visage, et il y eut des grondements sourds parmi les animaux présents. Et bien que le soleil brillât, chacun eut soudain très froid. Les 2 seules personnes présentes qui semblaient tout à fait à leur aise étaient Aslan et la sorcière elle-même. C'était absolument extraordinaire de voir ces 2 visages, le visage doré et le visage blanc comme la mort, si près l'un de l'autre. Mais la sorcière ne regardait pas Aslan droit dans les yeux. Madame Castor, notamment, le remarqua. « Vous avez un traître ici, Aslan, » déclara la sorcière. Bien entendu, chaque personne présente sut qu'elle désignait Edmund. Mais celui-ci avait cessé de penser à lui-même, après tout ce qu'il avait enduré, et surtout après la conversation qu'il avait eue ce matin. Il continua tout simplement à regarder Aslan, et ne parut pas s'émouvoir des paroles de la sorcière. « Eh bien, » observa Aslan, « ce n'est pas vous qui l'a offensé. »« Avez-vous oublié la puissante magie ?» demanda la sorcière. « Disons que je l'ai oubliée, » répondit Aslan avec gravité. « Parlez-nous de cette magie. »« Vous en parlez !» cria la sorcière, d'une voix qui se fit soudain perçante. « Vous dire ce qui est écrit sur cette table de pierre, dressée à côté de vous ? Vous dire ce qui est entaillé, en lettres aussi profondes qu'une lance est longue, sur les pierres de feu de la colline secrète ? Vous dire ce qui est gravé sur le spectre de l'empereur, au-delà des mers ? Vous connaissez au moins la magie que l'empereur a établie à Narnia au commencement des temps. Vous savez que chaque traître m'appartient, comme ma proie légale, et que par chaque trahison, j'ai le droit de tuer. »« Oh !» dit M. Castor. « C'est ainsi que vous en êtes arrivé à vous prendre pour une reine, parce que vous étiez le bourreau de l'empereur. Je vois. »« Paix, Castor, » répéta Aslan avec un grognement très étouffé. « Pour cette raison, » continua la sorcière, « cette créature humaine m'appartient. Sa vie est un gage pour moi, son sang est ma propriété. »« Alors venez le prendre !» gronda le taureau à tête d'homme, de sa voix mugissante. « Idiot !» dit la sorcière, avec un sourire féroce qui était plutôt un grognement de hargne. « Penses-tu vraiment que ton maître peut me dépouiller de mes droits par la simple force ? Il connaît la puissante magie mieux que cela. Il sait que si je n'obtiens pas le sang, comme l'autorise la loi, tout Narnia sera mis sans dessus-dessous et périra par le feu et par l'eau. » « C'est parfaitement vrai, » reconnut Aslan. « Je ne le nie pas. »« Oh, Aslan !» chuchota Suzanne à l'oreille du lion. « Ne pouvons-nous pas, je veux dire, vous ne le ferez pas, n'est-ce pas ? Ne pouvons-nous pas agir envers la puissante magie ? N'y a-t-il pas quelque chose que vous puissiez faire opérer contre elle ? » « Agir contre la magie de l'empereur ?» dit le lion, en se tournant vers elle, avec sur sa figure une expression qui ressemblait à un froncement d'yeux des approbateurs. Et plus personne n'osa jamais avancer cette suggestion. Edmund se trouvait de l'autre côté d'Aslan. Il ne quitta pas des yeux son visage. Il se sentait suffoqué par l'émotion et se demandait s'il devait dire quelque chose. Mais l'instant d'après, il comprit qu'il n'était pas supposé faire quoi que ce soit, si ce n'est attendre et obéir. « Reculez, vous tous !» ordonna Aslan. « Je vais parler seul à la sorcière. » Ils obéirent tous.
Ce fut un moment terrible. Attendre dans l'incertitude, pendant que le lion et la sorcière parlaient ensemble, gravement et à voix basse. Lucie chuchota. « Oh, Edmund !» et se mit à pleurer. Peter tourna le dos aux autres et contempla la mer dans le lointain. Les castors se tenaient les pattes et gardaient leur tête baissée. Les centaures piaffaient avec inquiétude. Et puis finalement, chacun devint, peu à peu, parfaitement silencieux, si bien que l'on remarquait des bruits minuscules, comme le vol d'un bourdon, les chants d'oiseaux, en bas dans la forêt, ou le bruissement du vent à travers les feuilles. À la fin, ils entendirent la voix d'Aslan. « Vous pouvez tous revenir !» leur dit-il. « J'ai arrangé l'affaire. Elle a renoncé à réclamer le sang de votre frère. » Partout, sur la colline, il y eut un immense soupir. C'était comme si chacun avait retenu son souffle et qu'il s'était mis à respirer à nouveau. Puis il s'éleva un murmure de paroles. La sorcière était en train de s'éloigner, avec une expression de joie cruelle sur son visage, lorsque tout à coup, elle s'arrêta et demanda « Mais comment serais-je sûre que cette promesse sera tenue ?» Aslan rugit, en se levant à moitié de son trône, et son immense gueule s'ouvrit de plus en plus grand, et son rugissement retentit de plus en plus fort. Et la sorcière, après être restée un instant abasourdie et bouche bée, releva ses jupes et se sauva, littéralement, à toutes jambes. Chapitre 14. Le triomphe de la sorcière. Aussitôt que la sorcière fut partie, Aslan dit « Nous devons quitter cet endroit sur le champ. Il sera recherché pour d'autres buts. Nous établirons notre campement, cette nuit, au guet de Béruna. » Naturellement, chacun mourait d'envie de lui demander comment il avait arrangé l'affaire avec la sorcière. Mais son visage était sévère, et les oreilles de tout le monde résonnaient encore du vacarme de son rugissement, si bien que personne n'osa poser de questions. Après un repas, qui fut pris en plein air au sommet de la colline, car le soleil tapait fort maintenant et il avait séché l'herbe, ils furent occupés, pendant quelque temps, à démonter le pavillon et à préparer les bagages. Avant qu'il ne soit 2 heures, ils étaient en route et se dirigeaient vers le nord-est, à petite allure, car ils n'avaient pas loin à aller. Durant la première partie du voyage, Aslan expliqua à Peter son plan de bataille. Dès que la sorcière aura terminé son travail dans ces régions, dit-il, il est presque certain qu'elle se repliera dans sa maison, avec son équipe, et qu'elle se prépare à soutenir un siège. Il se peut que tu puisses lui couper la route et l'empêcher d'atteindre sa maison. Il se peut que tu n'y parviennes pas. Il exposa ensuite 2 plans de bataille. L'un pour combattre la sorcière et ses gens dans le bois, l'autre pour l'attaquer dans son château. Et tout le temps, il donnait à Peter des conseils pour la conduite des opérations, en lui disant des choses comme ceci: « Tu dois disposer tes centaures à tel et tel endroit. » Ou bien « Tu dois poster des sentinelles pour veiller à ce que la sorcière ne fasse pas ceci et cela. » Tant et si bien qu'à la fin Peter demanda « Mais vous serez là vous-même, Aslan ? » « Je ne peux pas te le promettre, » répondit le lion. Il continua à donner ses instructions à Peter. Durant la dernière partie du voyage, ce sont Suzanne et Lucie qui le virent le plus. Il parla peu et leur parut triste. L'après-midi n'était pas terminé lorsqu'ils atteignirent un endroit où la vallée s'ouvrait et où la rivière étalait sur une grande largeur ses eaux peu profondes. C'était le guet de Béruna. Aslan ordonna de s'arrêter de ce côté de l'eau. Mais Peter observa. Ne serait-il pas préférable de camper de l'autre côté, au cas où la sorcière tenterait une attaque cette nuit ? Aslan, qui semblait penser à toute autre chose, se ressaisit en secouant sa magnifique crinière et dit « Eh ? Qu'est-ce que c'est ?» Peter répéta sa suggestion. « Non, » répondit-il, d'une voix morne, comme si cela n'avait pas d'importance. « Non, elle n'attaquera pas cette nuit. » Puis il poussa un profond soupir, mais il ajouta « Néanmoins, tu avais bien réfléchi, Peter. C'est ainsi qu'un soldat doit réfléchir. Mais aujourd'hui, cela n'a vraiment aucune importance. »
Alors, ils commencèrent à installer le camp. L'humeur d'Aslan émut tout le monde ce soir-là. Peter se sentait mal à l'aise également, à l'idée de combattre tout seul. La nouvelle qu'Aslan ne serait peut-être pas là l'avait bouleversé. Le dîner fut très silencieux. Chacun se rendait compte à quel point tout avait été différent la veille, ou même encore ce matin. C'était comme si le bon temps, à peine commencé, avait déjà touché à sa fin. Cette impression affecta tellement Suzanne qu'une fois couchée, elle ne put s'endormir. Après être restée allongée un bon moment, comptant les moutons, se tournant et se retournant dans tous les sens, elle entendit Lucie pousser un long soupir et remuer juste à côté d'elle, dans l'obscurité. « Toi non plus tu ne peux pas dormir ?» chuchota Suzanne. « Non, » répondit Lucie. « Je pensais que tu dormais, Suzanne. J'ai une horrible impression. J'ai l'impression que quelque chose d'affreux va se produire. »« C'est vrai, parce que moi aussi j'ai cette impression. »« Quelque chose qui concerne Aslan, » précisa Lucie. « Soit il va lui arriver une chose épouvantable, soit il va faire une chose épouvantable. Il a eu l'air bizarre durant tout l'après-midi, » rappela Suzanne. « Lucie, qu'a-t-il dit exactement ? Qu'il ne serait pas avec nous pendant la bataille. Tu ne crois pas qu'il pourrait s'en aller en cachette et nous abandonner cette nuit, n'est-ce pas ? » « Où est-il maintenant ? » demanda-t-elle. « Est-il dans le pavillon ? Je ne crois pas. »« Suzanne, sortons et jetons un coup d'œil. Nous l'apercevrons peut-être. »« D'accord, allons-y. Cela sera aussi bien que de rester réveillés ici. » Très silencieusement, les deux petites filles cherchèrent leur chemin à tâtons parmi les autres dormeurs et se glissèrent hors de la tente. Le clair de lune étincelait et tout se taisait, à part le clapotis de la rivière contre les pierres. Suzanne prit soudain le bras de Lucie et dit « Regarde !» À l'autre bout du campement, juste à la lisière des arbres, elles virent le lion qui s'éloignait à pas lents et s'enfonçait dans les bois. Sans dire un mot, toutes deux le suivirent. Il les entraîna ainsi, après avoir remonté son versant abrupt, en dehors de la vallée. Puis il tourna légèrement à droite et emprunta apparemment la même route que celle qu'ils avaient suivie l'après-midi, en venant de la colline de la table de pierre. Il les conduisit interminablement, passant de l'ombre obscure au pâle clair de la lune, et leurs pieds étaient trempés par la rosée. Il avait l'air, d'une manière indéfinissable, différent de l'Aslan qu'elle connaissait. Sa tête et sa queue étaient basses, et il marchait lentement, comme s'il était très, très fatigué. Ensuite, comme il traversait un espace découvert, sur lequel il n'y avait pas d'ombre où elles auraient pu se cacher, il s'arrêta et regarda autour de lui. Il était inutile d'essayer de se sauver. Alors elle vint vers lui. Quand elles furent tout près, il dit « Oh, enfant, enfant, pourquoi me suivez-vous ? » « Nous ne pouvions pas dormir, » commença Lucie. Puis elle fut certaine qu'elle n'avait pas besoin de dire plus, et qu'il connaissait toutes leurs pensées. « S'il vous plaît, pouvons-nous vous accompagner, quel que soit l'endroit où vous alliez ?» demanda Suzanne. « Eh bien, » dit Aslan, puis il parut réfléchir. Il reprit. « Je serais heureux d'avoir de la compagnie cette nuit. Oui, vous pouvez venir, si vous me promettez de vous arrêter quand je vous le dirai, et ensuite de me laisser continuer seule. »« Oh, merci, merci ! Et nous vous promettons de vous obéir !» s'écrièrent les deux sœurs. Ils reprirent leur route, les petites filles marchant de chaque côté du lion. Mais comme il avançait lentement, et sa grande tête majestueuse penchait tellement que son mufle touchait presque l'herbe. Bientôt il trébucha, et poussa un gémissement sourd. « Aslan ! Cher Aslan !» dit Lucie. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Ne pouvez-vous pas nous le dire ? » « Êtes-vous souffrant, cher Aslan ?» s'inquiéta Suzanne. « Non, » répondit-il. « Je suis triste et je me sens seule. Posez vos mains sur ma crinière, pour que je puisse sentir que vous êtes là, et marchons ainsi. » Et c'est ainsi que les petites filles firent ce qu'elles n'auraient jamais osé faire sans sa permission, mais dont elles avaient eu envie dès le premier moment où elles l'avaient vu. Elles enfouirent leurs mains froides dans le magnifique océan de fourrure, et ainsi marchèrent à côté de lui, et elles se rendirent bientôt compte qu'elles gravissaient le versant de la colline,
sur laquelle se dressait la table de pierre. Ils empruntèrent le côté où les arbres avançaient le plus haut, et quand ils arrivèrent au dernier arbre, il était entouré de quelques buissons, Aslan s'arrêta et dit « Oh, enfant, enfant, vous devez rester ici, et quoi qu'il se passe, ne vous faites pas voir. Adieu. » Et les deux sœurs se mirent à pleurer, amèrement, sans savoir vraiment pourquoi, et elles se cramponnèrent au lion, et elles embrassèrent sa crinière, son mufle, ses pattes et ses grands yeux tristes. Puis il se détourna d'elle et se dirigea vers le sommet de la colline. Lucie et Suzanne, recroquevillées dans les buissons, le suivirent du regard, et voici ce qu'elles virent. Une foule immense se tenait autour de la table de pierre, et bien que la lune brillait, de nombreux assistants portaient des torches qui brûlaient avec une fumée noirâtre et des flammes d'un rouge funeste. Mais quels gens! Des ogres avec des dents monstrueuses, et des loups, et des hommes à tête de taureau, les esprits des arbres mauvais, et des plantes vénéneuses, et d'autres créatures que je ne décrirai pas car, si je le faisais, les grandes personnes ne vous permettraient sans doute pas de lire ce livre. Scrofuleux, vieilles carabosses, incubes, spectres, horreurs, démons, esprits follets, furies et gorgognes. En fait, se trouvaient là tous ceux qui étaient du côté de la sorcière, et que le loup avait convoqué sur son ordre. Et juste au milieu, debout près de la table, se tenait la sorcière elle-même. Un hurlement d'épouvante et des sons inarticulés jaillirent des gosiers de ces créatures lorsqu'elles aperçurent le grand lion qui s'avançait vers elles, et pour un moment, la sorcière elle-même parut frappée de frayeur. Puis elle se reprit et éclata d'un rire sauvage et féroce. « L'idiot !» cria-t-elle. « L'idiot est venu ! Attachez-le solidement !» Lucie et Suzanne retinrent leur respiration, attendant qu'Aslan rugisse et bondisse sur ses ennemis. Mais il n'en fit rien. 4 vieilles carabosses s'étaient approchées de lui. Elles avaient un sourire moqueur, un regard méchant, mais en même temps, elles semblaient hésiter, à demi rassurées sur la tâche qu'elles devaient accomplir. « Attachez-le, j'ai dit !» répéta la sorcière blanche. Les vieilles carabosses s'élancèrent vers lui et poussèrent des cris de triomphe, en découvrant qu'il ne leur opposait aucune résistance. Puis d'autres personnages, des méchants nains et des singes, se précipitèrent pour les aider, et à eux tous, ils roulèrent l'immense lion sur son dos et attachèrent ses 4 pattes ensemble, en poussant des vivas, comme s'ils avaient fait une action courageuse, alors que si le lion l'avait voulu, une seule de ses pattes aurait pu causer leur mort à tous. Mais il ne fit aucun bruit, pas même quand ses ennemis, qui tiraient et tendaient les cordes, les serrèrent si fort qu'elles lui entamèrent la chair. Puis ils le traînèrent vers la table de pierre. « Arrêtez !» cria la sorcière. « Il faut d'abord le tondre !» Un autre éclat de rire ignoble jaillit de la gorge de ses serviteurs. Lorsqu'un ogre, armé d'une paire de cisailles, s'avança et s'accroupit près de la tête d'Aslan. Les cisailles opérèrent. Clic-clac, clic-clac. Et des masses de boucles dorées commencèrent à tomber sur le sol. Puis l'ogre se recula, et les enfants, qui observaient tout de leur cachette, purent voir la figure d'Aslan qui paraissait toute petite et complètement différente sans sa crinière. Les ennemis, eux aussi, notèrent cette différence. « Eh bien, ce n'est qu'un grand chat après tout !» cria l'un. « Et c'est de ça que nous avons peur !» s'exclama un autre. Et ils affluèrent autour d'Aslan pour se moquer de lui et le ridiculiser par ses quolibets. « Mimi, Minou, malheureux Matou ! Hé, le chat, combien de souris as-tu attrapé aujourd'hui ? Aimerais-tu une soucoupe de lait, Minet ? » « Oh, comment peuvent-ils ?» murmura Lucie, avec des larmes qui ruisselaient le long de ses joues. « Les brutes ! Les brutes !» Maintenant que le premier choc était passé, la figure tondue d'Aslan lui paraissait plus courageuse, et beaucoup plus belle, et beaucoup plus patiente que jamais. « Muselez-le !» hurla la sorcière. Et même à présent, tandis qu'ils s'affairèrent autour de sa figure pour attacher la muselière, un seul coup de ses mâchoires aurait pu coûter leurs mains à 2 ou 3 de ses ennemis. Mais il ne broncha pas. Et cela semblait enrager cette canaille. Tout le monde s'acharnait contre lui maintenant.
Ceux qui avaient eu peur de l'approcher, même après qu'il lui était attaché, commencèrent à retrouver leur courage, et pendant quelques minutes, les deux petites filles ne virent plus le lion, tant était dense la foule des créatures qui l'entouraient, en lui donnant des coups de pied, en le frappant, en crachant sur lui, en le raillant. Finalement, ces canailles en eurent assez, et ils se mirent à traîner le lion attaché et muselé vers la table de pierre. Certains tiraient, d'autres poussaient. Le lion était tellement immense qu'une fois arrivé là, il leur fallut rassembler tout leur effort pour le hisser sur la surface de la table. Puis ils l'y attachèrent très serré, avec de nouvelles cordes. « Les lâches! Les lâches !» sanglota Suzanne. « Ont-ils encore peur de lui à présent ?» Après qu'Aslan eut été ligoté sur la pierre plate, et ligoté de telle façon qu'il n'était plus qu'un tas de cordes, le silence se fit dans la foule. 4 vieilles carabosses, tenant chacune une torche, se postèrent aux 4 coins de la table. La sorcière dénuda leurs bras, comme elle avait dénudé les siens la nuit précédente, quand il s'agissait d'Edmund au lieu d'Aslan. Puis elle se mit à aiguiser son couteau. Il sembla aux enfants, lorsque la lueur des torches l'éclaira, qu'il était en pierre, et non pas en acier, et qu'il avait une forme étrange et maléfique. La sorcière s'approcha enfin. Elle se plaça près de la tête d'Aslan. Son visage était crispé et tordu par la passion, mais celui du lion était tourné vers le ciel, toujours tranquille, sans aucune trace de colère ou de peur, empreint seulement d'une certaine tristesse. Et alors, juste avant de frapper, la sorcière se pencha et dit d'une voix frémissante. « Et maintenant, qui a gagné ? Idiot, pensais-tu que par ton sacrifice tu sauverais le traître humain ? Maintenant je vais te tuer à sa place, comme le stipulait notre pacte, et ainsi la magie puissante sera apaisée. Mais quand tu seras mort, qui m'empêchera de le tuer aussi ? Et qui le sauvera alors ? Comprends que tu m'as donné Narnia pour toujours. Tu as perdu ta vie, et tu n'as pas sauvé la sienne. Sachant cela, désespère et meurs !» Les enfants ne virent pas le meurtre lui-même. Elles n'auraient pas pu supporter cette vision, et s'étaient couverts les yeux de leurs mains.